Vous savez ce qui m'énerve? Emmanuel Macron. Non. Enfin, si, mais là c'est pas le sujet. Ces dernières années, suite à certains films aux effets visuels quelque peu douteux, on a pu remarquer l'émergence d'une véritable CGI fatigue. Ant-Man and the Wasp Quantumania, Justice League, Cats ou encore Le Hobbit, pour ne citer que quelques exemples. Et ce qui m'énerve particulièrement en ce moment, c'est le fait que l'absence, ou plutôt la supposée absence, mais on y reviendra plus tard, d'effets visuels dans un film est devenu un argument de vente. Il y a deux exemples récents, sortis cette année même, pour lesquels c'est devenu un véritable outil marketing. Beetlejuice et Alien Romulus. Et ça, c'est un vrai problème. Je vous explique. Mais d'abord, un petit point terminologique. Énormément de monde, ça vous arrive probablement à vous et ça m'arrive parfois à moi aussi, je vous l'avoue, fait un abus de langage en parlant d'effets spéciaux, en voulant en réalité faire référence aux effets visuels. Dans un film ou une série, les effets spéciaux, c'est tout type d'effet qui va être capturé par la caméra au moment du tournage. Une explosion réalisée avec de vrais explosifs, une projection de faux sang, de la neige artificielle, un plateau qui bouge pour imiter le mouvement des vagues, etc., etc. Les effets visuels, quant à eux, sont des effets qui ne sont pas captés directement par la caméra, mais qui vont être ajoutés par la suite, en post-production. Enfin, plus forcément en post-production avec l'évolution des technologies. Le volume, par exemple, qui a notamment été utilisé pour The Mandalorian ou The Batman, nécessite que des effets visuels aient été réalisés en amont, pour ensuite être utilisés lors du tournage. Mais bref, ça fait à peine une minute que la vidéo a commencé, on va pas déjà ouvrir une parenthèse interminable. Ou peut-être que si en fait. Donc le volume, ça consiste à tourner devant un gigantesque écran LED sur lequel on va diffuser un environnement qu'on aura créé auparavant. Et souvent, ça sera lié à un moteur de jeu vidéo style Unreal Engine 5, ce qui va permettre de modifier la perspective en direct selon la position et les mouvements de la caméra. En gros, on peut considérer que le volume est un peu l'évolution du bon vieux fond vert ou bleu. Et ça a plusieurs avantages, notamment pour tout ce qui concerne l'éclairage de la scène ou l'immersion des comédiennes et comédiens, ce qui peut être utile pour leur jeu. Après, ça a aussi des inconvénients, le principal étant que ça limite pas mal la taille de votre plateau de tournage et donc les possibilités en termes de cadrage et de mise en scène. D'ailleurs, si vous avez un œil un peu aguerri, vous pourrez souvent repérer l'endroit exact où l'écran s'arrête. Vous voyez dans cette scène de la saison 1 de The Mandalorian, c'est clairement juste ici. Bon, ça va, c'était pas si long comme parenthèse en fait. Et dans les effets visuels, ou VFX pour Visual Effects dans la langue de Shakespeare, on retrouve un autre terme qui est souvent employé à tort pour les désigner, alors qu'il ne fait en réalité référence qu'à un type particulier d'effets visuels, à savoir les CGI ou Computer Generated Images, images générées par ordinateur, souvent raccourcis en CG. Les CGI, comme leur nom l'indique, sont des éléments créés de toutes pièces par le biais d'un logiciel. Un personnage, un décor, un élément quelconque qu'on va incruster à l'écran, ou alors une séquence entière créée de toutes parts en 3D. Or, qui dit effet visuel ne dit pas forcément CGI. J'en prends pour preuve le fait que les effets visuels existent depuis bien avant qu'on ait des ordinateurs pour utiliser des logiciels de création 3D. Tenez, on peut considérer que le premier film à utiliser des effets visuels, c'est The Execution of Mary, Queen of Scots, sorti en 1895. Et vu que je suis quand même vachement sympa, j'ai décidé de vous le montrer dans son intégralité, vu que ça fait un moment qu'il est tombé dans le domaine public. Donc installez-vous, prenez-vous un truc à boire, à manger, et nous on se retrouve, je sais pas, dans 1 heure ou 2 quand le film sera fini. Allez, à toutes. C'est terminé? Le film est terminé? Mais vous... Eh ben, excusez-moi, je ne savais pas que le film était terminé. Bref, tout ça pour dire que CGI et VFX ne sont pas nécessairement la même chose. Sauf que c'est là qu'on rencontre un premier problème. Si je vous ai fait ce petit point terminologique, c'est pas uniquement parce que je suis casse-couille. Alors oui, je suis effectivement casse-couille dans la vie de tous les jours, mais là il y a bien une raison. C'est parce que dans l'esprit du grand public, les deux notions ont tendance à se mélanger. Et alors le raccourci tout pourri selon lequel pas de CGI équivaudrait à pas de VFX, c'est bien, mais alors bien répandu. Et je voulais vous parler de 4 films en particulier qui surfent là-dessus, que ce soit volontairement ou non. Les 2 premiers sont sortis l'an dernier, il s'agit de Barbie et Oppenheimer, et les 2 autres, je les ai déjà mentionnés, c'est Alien Romulus et Beetlejuice. Alors attention, il sera pas du tout question ici de la qualité de ces films, déjà parce que je les ai pas tous vus, hein, Beetlejuice ne m'intéresse pas du tout, et ensuite parce que les 3 autres, je les ai bien aimés.
Bon, ok, je me suis endormi devant Oppenheimer. Ouais, non, mais en même temps, il y en a marre des films de 3 heures, là, va falloir se calmer. Bref, commençons par Barbie. Le film a une réputation de blockbuster qui utilise très peu de CGI, et il est souvent cité comme tel d'ailleurs. Ce qui me fait tout doucement rigoler parce que le superviseur des effets visuels a déclaré que le film contenait pas moins de 1300 plans à VFX. Et sur ces 1300 plans, plus de 20 ont été réalisés à 100% en CGI. Alors ok, beaucoup d'effets ont été réalisés pour de vrai avec des effets spéciaux, ce qui est très cool. Vraiment, j'adore ça. Mais 1300 plans, c'est énorme. Alors attention, un plan à VFX, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aller d'un simple câble à effacer à l'image à un plan réalisé entièrement en CGI. Sauf que toujours d'après Glenn Pratt, le superviseur des effets visuels, 600 de ces 1300 plans, donc presque la moitié, nécessitaient des effets plus poussés qu'un simple câble à effacer. Et je suis certain que parmi ces 600 plans, il y avait bel et bien des CGI, même si leur quantité peut paraître relativement peu élevée comparée aux autres blockbusters qui sortent de nos jours. Et encore. Enchaînons avec Oppenheimer. Le réalisateur Christopher Nolan a la réputation de quelqu'un qui veut utiliser le moins d'effets visuels possible sur ses films. Ce qui, premièrement, n'est absolument pas vrai, suffit de voir Inception ou Interstellar pour s'en rendre compte. Et deuxièmement, serait ok, vraiment, c'est un parti pris comme un autre. Sauf que là, ça faisait réellement partie de la campagne promo du film. C'est même allé jusqu'à une phrase qui aurait été prononcée par Christopher Nolan et qui a potentiellement été mal interprétée. J'ai réussi à retrouver le premier article qui mentionne cette phrase, mais pas la phrase en elle-même. Donc déjà de base, l'article ne cite pas directement Nolan, mais dit simplement « Christopher Nolan a dit ça à un gars de chez nous ». Ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord. Et selon cet article, Christopher Nolan aurait dit qu'Oppenheimer « contains no CGI shot ». Ne comprend aucun plan en CGI. Alors vu que les journalistes n'ont pas été foutus de nous donner une vraie citation digne de ce nom, on peut légitimement se poser la question du contexte dans lequel cette phrase a été prononcée. Déjà, est-ce que c'est une phrase isolée? Est-ce qu'elle faisait partie d'une vraie conversation en tête-à-tête ou est-ce que c'était juste une réponse à une question balancée comme ça à la volée? Eh ben on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, ce que Christopher Nolan voulait probablement dire, c'était que le film ne contient aucun plan créé à 100% en CGI. Sauf que c'est pas ça l'info qui a été relayée partout par absolument tous les sites de clickbait vaguement spécialisés en cinéma. Non, l'info qui a été relayée, c'est Oppenheimer ne contient pas de plan avec des CGI. On est bien d'accord que c'est pas la même chose. Après, il est vrai que l'anglais peut porter à confusion dans ce cas. Contains no CGI shot peut aussi bien dire ne contient aucun plan en CGI que ne contient aucun plan avec des CGI. C'est pour ça que sans plus de contexte, c'est impossible d'avoir une réponse claire. Après, il est effectivement possible que le film ne contienne pas du tout de CGI. Christopher Nolan voulait qu'un maximum d'effets visuels soient réalisés à partir d'images filmées qui seraient ensuite retouchées ou réassemblées. C'est ce qu'on appelle en anglais du compositing. J'imagine qu'on peut parler de composition ou d'image composite en français. Donc ok, admettons que le film ne contienne pas du tout de CGI. Et ben moi, ça me pose un autre problème. Vous le savez sûrement, dans Oppenheimer, il y a une scène qui représente le premier test de bombe nucléaire. On va regarder un extrait. C'était bien, hein? Voilà quelques infos sur la manière dont cette explosion a été réalisée. Bah, ils ont fait péter des explosifs, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors évidemment, l'explosion n'a pas été réalisée à l'échelle réelle. En gros, l'équipe du film a dû créer une explosion suffisamment grosse pour que ça aide la gueule, mais quand même assez petite pour que ça reste gérable et pour ne pas mettre en danger les dizaines de personnes qui bossaient sur le film. Et les caméras ont été placées assez près de l'explosion pour fausser les perspectives et lui donner l'air plus grosse qu'elle ne l'était vraiment. Et le résultat est dingue, je le pense sincèrement. Par contre, il y a juste un tout petit truc qui me chafouine, c'est que ça ressemble pas à une explosion nucléaire, quoi. Alors j'ai jamais vu d'explosion nucléaire de mes propres yeux, encore heureux, mais ça existe, les images de tests nucléaires. On a des images du test de Trinity, celui qu'on voit dans le film. Et c'est là qu'un véritable paradoxe se crée. Je sais pas quel était le raisonnement de Christopher Nolan pour utiliser le moins de CGI possible, mais j'imagine que c'était par souci de réalisme. Sauf que dans l'imaginaire collectif, on sait à quoi ressemble une explosion nucléaire.
Et ça ressemble pas à ce qu'on voit dans Oppenheimer. L'explosion dans Oppenheimer, c'est juste une explosion réalisée avec de l'essence et d'autres composants en plus, évidemment, comme absolument toutes les explosions qu'on voit dans absolument tous les films d'action hollywoodiens. Mais alors, est-ce que ça aurait pas été plus réaliste de créer cette explosion en CGI afin qu'elle ressemble vraiment à une explosion nucléaire? Parce que là, c'est quand même la scène clé, le moment que tout le monde attend en allant voir le film. Sauf que je suis désolé, pour moi, ça a juste eu l'effet d'un pétard mouillé. Un très joli pétard mouillé, certes, mais un pétard mouillé quand même. Si vous vous débrouillez en anglais et si vous voulez voir de vrais spécialistes discuter plus longuement de cette même scène, je vous laisse dans la description le lien vers un épisode de VFX Artists React de Corridor Digital, un épisode qui parle aussi de Barbie par la même occasion et qui montre à quel point le film est bel et bien bourré de CGI. Passons à Alien Romulus, qui est un cas de figure relativement proche à celui d'Oppenheimer au final, dans le sens où la supposée absence de CGI vient là aussi d'une phrase du réalisateur qui a été mal interprétée. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, le réalisateur Fede Alvarez dit que pour la scène du chestbuster dans Alien Romulus, "There's not one frame of CGI." Il n'y a pas une image générée par ordinateur. Et vous le sentez venir gros comme un camion, cette phrase a été isolée de son contexte et beaucoup de monde a alors compris que monsieur Alvarez prétendait que le film dans son intégralité ne contenait pas de CGI. Et puis le studio n'a pas vraiment jugé nécessaire de démentir la rumeur naissante puisque ça avait l'air d'enthousiasmer les foules et donc de potentiellement ramener du monde dans les salles obscures et donc de potentiellement faire de la moula. Ce qui est quand même vachement ironique quand on se rend compte en regardant le film qu'un personnage entier repose sur les CGI et ne pourrait tout simplement pas exister sans. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Et le cas d'Alien Romulus me saoule, parce qu'en soi, le réalisateur n'a rien dit de mal. Au contraire, je trouve son propos plutôt intéressant, puisque même s'il a l'air d'adorer les effets spéciaux et a voulu en utiliser le plus possible dans son film, eh ben il a aussi l'air très respectueux envers les artistes VFX, et il a surtout l'air d'avoir compris que les deux pouvaient et devaient cohabiter, l'un pouvant combler les lacunes de l'autre. Enfin, je voulais aussi vous parler du cas de Beetlejuice, pour lequel un certain Michael Keaton, l'interprète du rôle titre, s'était exprimé en février, donc plus de 6 mois avant la sortie du film, sur l'utilisation, ou plutôt la non-utilisation de CGI. Faire quelque chose qui repose trop sur la technologie ne m'intéressait pas, ça devait avoir l'air fait à la main. Pouvoir refaire ça après des années passées devant un écran vert géant à devoir faire semblant que quelqu'un est face à vous, c'est vraiment amusant. Et encore une fois, c'est un discours qui se tient. Il n'a fait qu'exprimer une envie qui résulte de ce qu'il a vécu en bossant sur des blockbusters récents. D'ailleurs, ça me rappelle l'anecdote de Sir Ian McKellen qui aurait fondu en larmes sur le tournage du Hobbit à force de devoir tourner devant des fonds verts, déclarant que c'était pas pour ça qu'il était devenu comédien. Et donc suite à cette déclaration de Michael Keaton, il y a des pelletés d'internautes qui se sont mis à crier partout que youpi, tralala, c'était le retour de la vraie créativité ou je sais pas quoi. J'utilise beaucoup de faux guillemets dans cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a même des gens qui se sont mis à relayer l'info selon laquelle Tim Burton, le réalisateur du film, aurait déclaré que Beetlejuice ne contenait aucun CGI. Par contre, bien évidemment, si vous vous attendiez à ce que ces posts soient sourcés, eh ben j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, deux choses. Déjà, ce genre de discours sur le retour de la créativité ou mon cul sur la commode, là, c'est incroyablement irrespectueux envers toutes les personnes qui se cassent le cul, qui sont traitées comme de la merde, qui font des semaines de 7 jours, qui font des heures sup à tout bout de champ, qui mettent en jeu leur santé mentale et parfois physique pour réaliser les effets visuels de films que vous allez de toute façon regarder juste pour pouvoir ensuite vous plaindre. Deuxièmement, vous n'avez pas idée à quel point c'est compliqué, si ce n'est impossible, de trouver un film à gros budget qui n'utilise aucun CGI de nos jours. Et les films dont tout le monde dit qu'ils n'en utilisent pas, ben c'est juste que vous les voyez pas, c'est tout. C'est juste que les différentes technologies ont tellement évolué, ont atteint un niveau de photoréalisme tel que les effets visuels sont tout simplement invisibles. Enfin, il y a quand même une condition pour qu'on réussisse à en arriver là, que les artistes VFX aient de bonnes conditions de travail. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est apparemment pas si simple que ça. C'est fou, hein? Prenons pour exemple un autre film sorti l'an dernier, Flash, véritable cas d'école de tout ce qui peut mal se passer en termes de CGI et de VFX de manière générale. Attention, ici on va pas parler de direction artistique ou de choix stylistiques. Il y a effectivement des séquences dans lesquelles les CGI sont chelous, mais auxquelles on ne peut pas reprocher grand chose techniquement. Par contre, monsieur Muschietti, le réalisateur, si les VFX de votre film ont cette gueule-là, ce n'est pas uniquement parce qu'on voit le point de vue de Flash pour qui tout est distordu en termes de lumière et de texture. Hein. À un moment, va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Même si j'imagine qu'en réalité, c'est le studio qui lui a demandé d'essayer de sauver les meubles du mieux qu'il pouvait. Et vu la quantité de meubles à sauver, bah, autant dire que c'était pas évident. Hein. Et attention, je dis pas que tout est à jeter dans le film. Déjà parce que ça ferait de moi un sacré connard, et ensuite parce que c'est tout simplement pas le cas. Certains effets sont réellement bluffants. Je pense par exemple à toutes les scènes où on a deux Barry Allen qui interagissent l'un avec l'autre. Alors oui, si on regarde ces scènes au ralenti en se concentrant sur certains détails, on verra que c'est pas parfait. Mais qui fait ça? Absolument
personne. Mais alors, pourquoi une telle différence entre ces effets qui tiennent très bien la route et ceux-là qui... Eh bien c'est très simple. Zach Mulligan, l'un des artistes qui ont bossé sur le film, s'est exprimé sur TikTok. Dans sa vidéo, il explique que le marché des VFX est devenu ultra compétitif et consiste désormais en une course à la boîte qui saura livrer le plus de plans, le plus vite et le moins cher possible. Parce que l'industrie du cinéma, spoiler, est une industrie. Donc ce qui intéresse les actionnaires des gros studios, c'est de sortir plus de films pour faire plus d'argent. Pas de sortir de bons films, ou en tout cas des films avec de bons VFX. Et Zach conclut son TikTok en déclarant que si certains effets ont l'air d'avoir été bâclés et réalisés en une semaine, c'est probablement parce que c'était le cas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Je sais pas, peut-être allonger le temps de pré-production ou de post-production? Bon, Flash, c'est quand même un cas particulier, parce qu'à la base, le film était censé sortir en 2018, mais il s'est retrouvé piégé dans un enfer de développement avec de nombreux scénaristes et réalisateurs qui ont quitté le projet en cours de route. Donc non, on peut pas dire que la pré-production a été trop courte pour le coup. Mais il y a un studio en particulier qui est devenu spécialiste en matière de pré-production trop courte, il s'agit de Marvel Studios. Ça fait déjà quelques années que la qualité des CGI dans leurs films se casse la gueule. Je dirais que celui qui a marqué ce tournant, c'est Captain America Civil War. Mais pour Avengers Endgame, par exemple, les costumes que portent les personnages pour voyager dans le temps sont réalisés entièrement en CGI. Alors très honnêtement, si on ne le sait pas, on n'a aucun moyen de s'en rendre compte. Les effets sont irréprochables. Mais si ça a été fait comme ça, c'est parce qu'il fallait commencer le tournage au plus vite. Tellement vite que le design des costumes n'était même pas finalisé. Je suis le seul à trouver ça complètement con. Bref, ça c'est pour le côté pré-production. Pour la post-production, il a été décidé quelques mois après la sortie du film de le ressortir au cinéma avec quelques trucs en plus, dont une scène dont les VFX n'étaient même pas finalisés, bordel! Bon, ok, Endgame est sorti en 2019, ça fait 5 ans, tout ça... Mais ça s'est pas forcément amélioré depuis. Surtout depuis que certains projets Marvel Studios se sont bien cassés la gueule au box-office. Donc il faut renflouer les caisses en sortant plus de films qui souffrent des mêmes problèmes. Qu'est-ce que ça me fatigue! Mais malgré tout ça, je garde quand même un peu espoir. Parce que même si c'est loin d'être la norme de nos jours, il y a quand même des projets qui prennent le temps nécessaire. Je pense à Avatar, faut quand même rappeler qu'Avatar 2 est sorti 13 ans après le premier, ou un projet qui sort l'année prochaine et qui, je dois l'avouer, m'enthousiasme particulièrement, le Superman de James Gunn. Outre la direction qu'a l'air de prendre le film, ce qui m'enthousiasme, c'est le fait que le tournage est terminé depuis fin juillet, alors que le film ne doit sortir qu'en juillet 2025. Ce qui laisse grosso modo un an de post-production, sachant qu'a priori, aucun reshoot ne sont prévus. Les reshoots, c'est quand on se rend compte pendant le montage d'un film qu'il y a un plan qui manque ici ou là, des dialogues un peu foirés, ou juste quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans ce cas, on planifie quelques jours pendant lesquels on va retourner certaines scènes pour corriger tous ces soucis. Et James Gunn est contre cette idée de faire des reshoots. Il préfère prendre du temps lors de la pré-production pour bien planifier le tournage dans les moindres détails, plutôt que de devoir retourner des scènes et foutre le bordel lors de la post-production. Et ça me tue de savoir que c'est pas la norme, bordel. En comparaison, Captain America 4 a eu 3 semaines de reshoot. Reshoot pendant lesquels un personnage a été ajouté. Et pas un personnage secondaire lambda, non, un antagoniste. Merde quoi! Vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi avec votre Giancarlo Esposito? Il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir un Giancarlo Esposito. Et donc ces 3 semaines de reshoot, c'est aussi 3 semaines en moins pour bosser sur les effets visuels du film. 3 semaines, c'est énorme. Et je suis saoulé d'avance pour tous ces artistes qui vont devoir rendre un travail bâclé parce que évidemment que la sortie du film ne sera pas repoussée et qui vont inévitablement s'en prendre plein la gueule. Ça me saoule que l'honneur et la passion de ces artistes se fassent traîner dans la boue, qu'on leur manque de respect constamment. Alors oui, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais la prochaine fois que vous voyez des CGI qui laissent à désirer, prenez-vous-en aux bonnes personnes. Bah oui, parce que le problème avec les CGI moches dans les blockbusters hollywoodiens, ce n'est pas, ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais les artistes, ni même les CGI en eux-mêmes. J'en prends pour preuve d'autres productions sorties cette année qui ont des effets visuels tout simplement à couper le souffle, comme Dune partie 2, Twisters, ou encore, et surtout, La planète des singes, le nouveau royaume. Sérieusement, regardez ça et osez me dire que cet orang-outan n'est pas parfaitement photoréaliste. Le problème avec les CGI moches, c'est tout simplement le capitalisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Je vous laisse dans la description les liens vers les articles ou vidéos que j'ai pu citer, mais aussi le lien vers une série de vidéos qui s'intitule No CGI is really just invisible CGI, qui aborde des thématiques similaires à cette vidéo, mais beaucoup plus en détail, puisque ça a été réalisé par un artiste VFX qui sait vraiment de quoi il parle. Bref, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout,
Portez-vous bien. Ciao tout le monde. J'adore l'eau. Dans ma portefeuille, il n'y en aura plus. Sachant qu'il a déjà dit ça il y a 20 ans, on n'est pas dans la merde.